L'anorexie mentale, c'est une pathologie qui touche, on va dire, plutôt les jeunes filles. C'est une pathologie, c'est la pathologie mentale la plus féminine qui soit, puisque c'est 9 filles pour un garçon. Donc ce sont des personnes qui vont se mettre en restriction alimentaire de façon souvent radicale, en ayant le sentiment que de cette manière-là, elles sont mieux dans leur peau, mieux dans leur corps, mieux dans leur tête, et qu'elles elles ont trouvé une sorte comment dire, de manière de vivre qui leur permettent d'être elles-mêmes, d'être libres, d'être plus indépendantes. Voilà. Hein, ça, on va dire, c'est ce discours-là, c'est le premier piège de la maladie. Pour comprendre comment ça se met en place, la plupart du temps, ça survient à l'occasion d'un régime, parce que je me trouve trop gros, trop grosse, parce qu'on m'a fait des remarques pas très sympathiques. Ça, c'est un des éléments qu'on va retrouver très fréquemment dans l'historique, hein, des réflexions plus ou moins sympathiques, plus ou moins anodines parfois, de l'oncle un peu éméché le dimanche qui va dire alors dis donc t'as pris des fesses, etc. Voilà, hein. Et puis à partir de là, ça reste, et ça peut être plusieurs années plus tard, parce que ça a été traumatique. À un moment donné, eh ben, je décide de contrôler mon poids, de maigrir, et comme ça, au moins, on ne pourra plus jamais me faire de réflexion sur mon aspect physique. Au moins ça c'est réglé. Hein. Ça, c'est un des premiers, c'est pas conscient complètement, hein, mais ça fonctionne comme ça. D'accord ? Et donc, elles se mettent en restriction, et puis, donc ça marche. Et là, il y a un moment, on va dire, de plaisir, peut-être un peu, entre guillemets, excessif. Hein, c'est-à-dire que ce moment où je contrôle, je perds du poids et je me sens bien, va générer chez ces futures patientes un plaisir excessif. Quand on fait un régime, je ne sais pas si vous en avez déjà fait, ça fonctionne pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on est content au départ parce que ça marche bien. Hein, parce qu'on voit que il y a du résultat et on se sent mieux dans sa peau. Voilà. Et ben, c'est ce plaisir qui est un plaisir normal qui devient, on va dire, excessif. Et du coup, et ça c'est un peu le principe pour comprendre comment ça peut être une forme d'addiction. C'est-à-dire que l'addiction, c'est toujours un plaisir excessif et après je ne peux plus m'en passer. D'accord ? Et donc dans l'anorexie mentale, ça fonctionne comme ça. C'est trop bien ce truc. Et donc il faut que je continue. Mais il y a une logique implacable de cette maladie, c'est que pour continuer, je ne peux faire que perdre du poids de plus en plus. Hein, il y a quelque chose qui... Alors, bon, après, on peut avoir des explications par rapport à ça, mais pour l'instant, disons, essayer de retenir ça. La logique de la maladie, c'est que si je veux maintenir le principe du plaisir et de la gestion de mes angoisses à travers le contrôle alimentaire, ça ne peut aller que dans un sens de toujours plus de perte de poids. Voilà. Hein, c'est en ce sens-là que c'est une maladie grave, qui peut effectivement aller jusqu'à la mort, si la personne reste persuadée qu'elle a trouvé sa voie existentielle et si elle ne comprend pas qu'elle est malade. D'accord ? Les patients ou les patientes qui vont être piégés par ce trouble alimentaire, cette addiction alimentaire, ont tout au départ une problématique, pour simplifier, mais c'est quasiment vrai, une problématique de manque d'estime d'elle-même, de manque de confiance. Hein. Du coup, dans les profils, on va dire, psychologiques de ces patientes, c'est à peu près toujours la même chose. Manque de confiance, je ne sais pas faire des choix, et je me mets la barre très haut. Pourquoi je me mets la barre très haut ? J'ai toujours un idéal comme ça de réussite, de performance, parce que au fond, si je suis parfait, on me fera pas de reproches. D'accord ? La solution naturelle, quand on n'a pas confiance en soi, c'est de viser la perfection, comme ça, au moins, je suis sans défaut dans le regard des autres. Hein ? Et ça, alors, c'est pas conscient, évidemment, ça se conscientise quand elles sont dans le soin et quand on arrive à faire un travail sur elles. Et donc, du coup, le contrôle alimentaire, ça rassure. Hein, c'est dans un moment, en général, c'est je vais devenir adulte, ça veut dire que je vais devoir éventuellement partir, travailler. Je suis une femme, on va, entre guillemets, me demander
de me marier, d'avoir des enfants. Enfin, il y a des pressions comme ça, hein, sociétales, sur moi. Hein. J'ai pas tout à fait bien compris, mais fondamentalement, tout ça m'angoisse. Mais je ne le sais pas. Hein, je sais pas que ça m'angoisse, mais ça survient à la fin de l'adolescence parce que c'est précisément toutes ces questions de comment je peux être adulte qui sont là et qui m'angoissent. D'accord ? Et donc, je me replie sur quelque chose que je sais faire et que je vais réussir. Parce que tout me paraît difficile, tout me paraît flou, ça va échapper à mon contrôle, entre guillemets. Donc là, je contrôle mon alimentation, je sais ce que je fais, je réussis, et je me redonne confiance. D'accord ? Donc c'est un mauvais traitement à un vrai problème. C'est un auto-traitement, hein, comme toutes les addictions d'ailleurs. D'accord ? Et donc du coup, l'idée c'est d'arriver à leur faire comprendre petit à petit que c'est pas qu'elles ont raison d'avoir de se poser des questions. C'est pas simple de devenir adulte, et puis de moins en moins d'ailleurs dans un monde où il y a beaucoup d'exigences, éventuellement beaucoup de liberté, qu'est-ce que je fais de cette liberté, c'est pas si simple. Hein. Mais pour pouvoir avancer vers ma vie à moi, c'est pas dans ce contrôle qui au fond va entraîner au départ un moment, on va dire, de bien-être, de sentiment de compétence, de puissance, mais implacablement, la maladie entraîne une régression affective et sociale. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, la personne va avoir de plus en plus peur. Elle va en général se rapprocher de ses parents, souvent se rapprocher de maman. Et puis, retrouver des peurs infantiles qu'elle pensait avoir dépassées, etc., etc. Donc, ça ne marche jamais. Mais c'est quand même toujours là parce qu'il y a un sentiment fondamental. Donc, je vais parler de manque de confiance. On peut définir ça comme un sentiment interne d'insécurité. Hein, c'est ce que je vous avais déjà dit. Il y a « je ne suis pas sécure », quelque chose qui n'est pas sécure en moi. C'est ce qu'on appelle la base de sécurité, en fait. La base de sécurité, elle est un peu, beaucoup défaillante. Alors, le principe du soin, c'est effectivement, quand elles ne sont pas trop jeunes, parce que très jeunes, là, elles ne comprennent rien de ce qui se passe, et souvent, il faut un petit peu forcer les choses, les hospitaliser, peut-être les renutrir. Mais quand elles sont déjà un peu plus adultes, travailler dans la confiance, en leur renvoyant que c'est à elles de trouver des solutions. On ne peut pas les trouver pour elles, mais on peut les accompagner, les aider pour trouver ou retrouver, mais c'est souvent trouver parce qu'elles ne l'ont jamais eu sans le savoir, ce sentiment interne de sécurité sans s'accrocher indéfiniment à leur contrôle qui effectivement les rassure, mais dans le quotidien leur montre que leur vie devient un enfer. Hein ? Voilà. Donc tout le soin, c'est déjà, je dirais, le principe du soin, c'est déjà d'entrer en connexion avec la personne, de lui faire comprendre, de lui faire sentir qu'on comprend son fonctionnement mental et qu'on est avec elle pour l'aider, non pas pour lui trouver des solutions, non pas pour la nourrir, la faire manger, parce que là, c'est perçu comme une agression par rapport à ce qui me fait vivre, ce qui me permet de vivre, mais de trouver ensemble une manière de lutter, entre guillemets, contre la maladie, ensemble. Et là, il y a la question de la fameuse petite voix. Hein. Donc, dans l'anorexie mentale, si on pose la question aux personnes, 8 fois sur 10, je dirais, est-ce que vous avez comme une petite voix dans la tête qui vous dit « fais pas ci, fais pas ça, tu vas être grosse, tu vas être moche, grosse vache, etc. » Ben oui, c'est ce que je ressens. Hein. Donc, à ce moment-là, ça c'est intéressant. Alors, les autres vont dire « non, c'est une partie de moi », mais ça revient au même. Il y a comme s'il y avait dans la personne une entité qui est la maladie, qui a pris en otage une partie du fonctionnement mental et qui alimente, intoxique la personne de pensées négatives. Ça, c'est intéressant, parce que du coup, la petite voix, elle te dit ça. Est-ce que c'est ta copine, la petite voix, finalement ? Ben non. Est-ce qu'elle te veut du bien ? Ben non, pas du tout. Mais pourquoi tu lui obéis ? Ben je sais pas, je peux pas faire autrement. Alors, du coup, ce qu'on va faire, je te propose, c'est qu'ensemble, on va s'associer tous les deux pour lutter contre cette petite voix et te permettre de te dégager de son emprise. Parce que c'est exactement le fonctionnement. Maintenant, tout le monde connaît ça parce qu'on parle un peu partout de la question des pervers narcissiques, d'accord ? Hein, des gens qui mettent d'autres personnes sous emprise. Eh bien, la petite voix,
elle fonctionne exactement de cette manière-là. Elle met la personne sous emprise. Ça, c'est le principe du soin. Évidemment, il peut y avoir des temps d'hospitalisation, des temps de renutrition qui peuvent être nécessaires, hein, mais on essaye de ne pas penser qu'il suffit simplement de faire manger quelqu'un, de lui faire reprendre du poids dans l'anorexie mentale pour penser qu'elle va guérir. Ça, c'est une fiction. Ça ne marche pas. On se rassure, nous, les soignants, on rassure la famille, mais la personne, en général, elle ne rentre pas dans la démarche de soins. C'est ce qu'elles vont dire, si vous les rencontrez, elles vont vous dire ça. Ok, j'ai compris, de toute façon, on me force à manger, je mange. Mais après, dès que je suis sorti, je perds. Parce que ce n'est pas mon poids, c'est pas moi. D'accord ? Donc ça, c'est par rapport à la personne. Après, il faut s'occuper de l'entourage. Ça, c'est très important. L'entourage, pourquoi ? Parce que dans une famille, on va dire quand c'est un schéma avec des parents et l'enfant ou le jeune adulte qui est malade, quand on a un enfant qui meurt de faim, si vous voulez, il n'y a peut-être pas d'angoisse plus forte pour l'espèce humaine. Hein. Ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. Donc, du coup, les réactions naturelles de l'entourage vont être en général contre-productives, vont être aggravantes. Hein, et ça, c'est comme ça, on n'y peut rien. Je veux dire, j'ai jamais vu une famille qui va dire « Ah oui, on a compris qu'il fallait vraiment qu'elle se débrouille, qu'elle aille voir ses thérapeutes, que nous, on prenne de la distance. » et qu'on... Non, jamais. Hein, c'est mange. Alors, il y a effectivement la famille qui s'inquiète. Et puis après, c'est assez compliqué parce qu'il y a... En admettant que les parents aient commencé à comprendre parce qu'ils ont lu des choses, parce que maintenant avec Internet, on a accès à toutes les infos, donc on peut comprendre. Mais il y a quand même la tante qui va dire « Mais qu'est-ce que tu fais pour ta fille ? Mais tu te rends compte ?» Et là, culpabilisation des parents, et hop, ils en mettent une couche, il faut absolument l'hospitaliser, etc. Donc il faut s'occuper des parents, de l'entourage et de la famille, on va dire, élargie. C'est pour ça qu'il y a des groupes pour les parents, c'est pour ça qu'on fait des thérapies familiales. Les thérapies familiales, dans notre expérience ici, dans ce centre, sont incontournables, en fait, par rapport à ces pathologies-là. On peut avoir des résultats, inattendus chez des personnes qui sont bloquées, parce que la maladie, effectivement, quand elle s'est installée, va bloquer vraiment la personne dans sa croissance physique. Ce sont des filles, elles vont revenir à un corps d'enfant, en fait, perdre les formes, perdre les règles, etc. Et va bloquer effectivement la personne dans sa croissance mentale. Donc, elles peuvent avoir 20 ans, 25 ans, 30 ans, elles restent immatures, on va dire, sans savoir ce qu'elles veulent, qui elles sont, etc., sans pouvoir quitter le nid familial, même si ça se passe toujours mal avec les parents, parce qu'il y a une incompréhension. Le travail familial, là, va être très utile. D'accord ? Après, dans le soin, et pour revenir à votre préoccupation, à votre projet, la question du rapport au corps est toujours compliquée. Hein. Ce corps, l'idée c'est que je voudrais vivre sans corps, quoi. Je suis qu'un pur esprit. Hein. Donc ce corps ne m'intéresse pas, je ne l'aime pas, je ne m'aime pas, alors qu'en réalité c'est vraiment du fantasme parce qu'elles ne vivent qu'à travers leur corps, finalement. Hein. Il y a un autre fantasme très puissant, quand on les écoute, c'est je veux m'effacer, j'ai pas de place. Et dans ma famille, j'ai pas de place sur cette terre. Je veux m'effacer, je veux disparaître, je veux devenir transparente, donc je mange pas et je perds du poids. En réalité, qu'est-ce qui se passe ? La personne devient le centre de l'attention de tout le monde. Donc c'est exactement le contraire qui se produit. Alors toutes les thérapies qui vont permettre à la personne de se reconnecter avec son corps, de retrouver un raccord, vous voyez, de retrouver une modalité de rapport au corps où je puisse retrouver dans mon corps aussi cette base de sécurité, ce sentiment d'être sécure en moi-même qui manque. D'accord ? Et donc ça, c'est effectivement un gros challenge. Il y a beaucoup actuellement de pistes thérapeutiques qui sont expérimentées, explorées, les massages, le toucher thérapeutique, tout ce qui est aussi mise en mouvement sensoriel, hein, retrouver des odeurs, etc. Dans le rapport au corps, il y a effectivement la question du toucher. Par exemple, un certain nombre vont dire qu'elles ne peuvent pas toucher la nourriture, qu'elles ne peuvent pas toucher les choses grasses, vous voyez, qu'elles ne peuvent pas toucher le corps dès qu'il y a un peu de gras, c'est l'horreur. Voilà. Il y a les enveloppements multisensoriels, comme c'est pratiqué par l'équipe de Lille, qui s'inspire de ces packings, mais qui va être à ce moment-là plus sur
de la multisensorialité agréable, hein, donc de la musique, de la lumière, de la chaleur, etc. Hein. Permettre une forme de régression, mais à ce moment-là thérapeutique, à partir de quoi on se reconstruit. Hein, je vous ai dit qu'il y a une régression affective, mais la régression de la maladie, la logique implacable de la maladie, c'est une régression qui emmène vers la mort. Donc la régression thérapeutique, c'est effectivement de se retrouver soi-même, sécure, peut-être justement par rapport à oublier tout ce stress, par rapport à toutes ces responsabilités qui me font peur, et puis me laisse porter, je me laisse éventuellement toucher, hein, ou j'accepte de me toucher moi-même, et puis à partir de là, je peux me reconstruire de façon plus sécure. À ce moment-là, la maladie qui est de ne pas manger, de résister, de se mettre en restriction, qui n'est que le symptôme, c'est-à-dire c'est l'expression, on va dire, morbide du problème psychique, hein, anorexie mentale, va disparaître petit à petit. On se rend compte que le rapport à l'alimentation est différent, je suis moins dans la restriction, je vois qu'on me fait confiance, je comprends qu'il n'y a que moi qui puisse devenir mon premier aidant, hein, et puis petit à petit j'avance. Le problème des addictions, et je classe dedans les addictions alimentaires, c'est que ça vous tombe dessus. Jamais personne ne décide un jour, je veux devenir alcoolique. Ça, c'est mon grand projet de vie. Je veux devenir alcoolique. Hein. Non, ça n'existe pas. Je veux devenir toxicomane. Je veux devenir joueur pathologique. Ça n'existe pas. Personne n'a envie de devenir addict. Ça vous tombe dessus. Mais ensuite, c'est à soi-même de faire le travail pour en sortir. C'est à soi de se mettre dans le mouvement du soin, parce que c'est ma vie, c'est moi qui suis concerné, et j'ai compris à un moment donné que je n'ai pas envie que ma vie soit limitée, soit bloquée par ce problème. Parce que si on ne s'y met pas, si on ne se donne pas les moyens, l'addiction, c'est implacable, va bloquer la personne. La personne va rester dans son addiction. D'accord ? C'est rarissime qu'une addiction... je veux dire type alcool, type drogue, etc., d'un seul coup disparaît. Je me réveille un matin et puis hop, je suis guéri, j'ai plus d'envie, plus de dépendance. Ça, c'est extrêmement rare. Hein. C'est ça, en fait, ça n'arrive jamais. Donc c'est injuste. Ça, je leur dis aux patients, oui, il y a un sentiment d'injustice, mais c'est aussi, le message, c'est qu'ils ne comprennent qu'il ne faut pas compter sur les autres. Les autres sont là pour les aider, les soutenir, les accompagner, mais ce n'est pas les autres qui vont faire le travail de maturation psychique pour tourner la page. D'où le travail motivationnel, comme on dit, c'est-à-dire j'ai envie, puis j'ai pas envie, j'ai envie de m'en sortir, puis de temps en temps je me dis, finalement, allez, à quoi bon ? Souvent dans l'anorexie, on va dire, je baisse les bras. Je me bats plus. Je me bats plus, c'est-à-dire je laisse faire la maladie, c'est-à-dire je reste dans mon contrôle. Alors c'est intéressant l'anorexie mentale, parce que quand même le projet de soin, c'est apprendre à lâcher prise, apprendre à avoir du plaisir, apprendre à être libre. Voilà, c'est super sympa, normalement, comme projet de soin. Hein, mais ça fait peur. C'est toutes ces attitudes un petit peu normales, on va dire, de l'existence, auxquelles elles n'ont pas accès. Hein, c'est-à-dire que tout doit être sous contrôle. Dès que je me fais un petit plaisir, je dois le payer. Je me sens coupable de tout, etc. Hein. Donc, c'est entrer dans un principe de plaisir, entrer dans un principe de confiance en soi, de confiance, etc. Voilà, c'est un projet assez sympa, normalement. Voilà. On peut le vendre comme ça. Mais c'est pas facile, et si c'était facile, c'est ce que je leur explique toujours, il n'y aurait pas d'anorexie mentale, il n'y aurait pas d'addiction. Si on pouvait choisir, je suis dépendant, puis le lendemain je ne suis pas dépendant, mais il n'y aurait pas de problème d'addiction. D'accord ? Or, l'addiction, c'est un phénomène mondial. Ce sont des pathologies qui touchent des populations considérables dans le monde entier. Et on a été longtemps pas très très bon parce qu'on a beaucoup été dans la reproduction du schéma social habituel qui consiste à juger, hein, à dire ces gens-là n'ont pas de volonté. Hein. Par rapport aux troubles alimentaires, mais c'est quoi, elle ne mange pas, mais ça veut dire quoi ? C'est simple de manger, non ? Hein, c'est pas compliqué quand même. Hein. Et puis celle qui est grosse là, mais
Elle n'a qu'à pas manger, et puis c'est tout. Hein, voilà. Donc dans l'esprit des gens, c'est toujours simple. Or, évidemment, si c'était simple, il n'y aurait pas d'addiction. Hein, c'est ce que j'explique toujours. Donc ça n'est pas simple, ça n'est pas une question de volonté. Il faut s'y mettre. Et tout ce qui peut effectivement être chez les soignants, dans le principe de l'engagement, je ne peux pas faire pour toi, mais je m'engage avec toi. Et tant que tu auras besoin de moi, je serai là. Ça fonctionne. En résumé, l'anorexie mentale, c'est une pathologie plutôt féminine, 9 femmes pour un homme, d'accord ? Ça fonctionne comme une forme d'addiction, c'est-à-dire c'est une manière de se rassurer soi-même par rapport à des peurs qu'on n'a pas forcément analysées. Des peurs de devenir adulte, de la liberté, de l'autonomie, de la séparation des parents. Et quand on est une fille, quand on est du côté féminin de la force, en général, on va choisir un contrôle alimentaire. Hein. Donc je me mets à contrôler, ça me fait du bien, je me sens bien au départ, puis après je suis piégé. Et pour maintenir le bénéfice, je suis obligé de maintenir cette restriction. Et la logique implacable, c'est que la restriction va me conduire à perdre de plus en plus de poids, et je pourrai plus en sortir par moi-même, je suis vraiment piégé par le phénomène, et effectivement la logique de la maladie qui à ce moment-là s'est installée, c'est d'aller vers la mort. Parce qu'effectivement, si je ne peux pas vivre, je peux vivre avec des poids très petits, mais évidemment à un moment donné, je vais mourir. Hein. Donc, alors que je me crois avoir trouvé ma voie à moi pour vivre et devenir adulte, entre guillemets, je choisis quelque chose qui fait qu'on va m'infantiliser de plus en plus parce que je ne mange pas. Donc tout le monde a peur pour moi. Tout le monde se sent concerné, et on va vouloir me faire manger. Et là, c'est le début de la bagarre. Et si on n'aide pas l'entourage à faire autrement, en général, c'est contre-productif et ça va aggraver le problème. Voilà. Donc il faut aider tout le monde, les patients, les futurs patients, les parents, l'entourage et la société aussi, à peut-être moins valoriser toutes ces formes comme ça de maigreur comme étant l'idéal féminin.